Alors BlackRock, c'est le plus gros gestionnaire d'épargne mondial, plus de 6 000 milliards de dollars d'actifs. Dans l'ADN de BlackRock, nous, notre mission, c'est la création de valeur à long terme. Donc l'argent qui nous est confié par les épargnants qui veulent préparer leur futur, c'est essentiellement pour la retraite. Et nous avons de grandes ambitions pour la France dans l'avenir. Vous allez investir davantage, vous allez grossir en France, effectivement, dans les mois qui viennent? Oui, nous croissons en France et nous allons investir davantage en France. Quelques mots sur la loi Pacte, qui touche notamment l'épargne et l'épargne retraite, avec de nouveaux produits, l'assurance vie aussi sur l'eurocroissance. Est-ce que ça offre des perspectives pour les sociétés d'investissement en France, et notamment pour vous? Le plus important pour moi dans la loi Pacte sur l'épargne retraite que vous venez de mentionner, c'est qu'on a compris qu'en France, de toute façon, nous ne changerons pas de système. Nous avons un système de retraite par répartition et nous le garderons. Quand on interroge les Français, ils sont désireux qu'ils le conservent. En même temps, ils sont conscients que les régimes obligatoires d'aujourd'hui, qu'ils soient sécurité sociale ou complémentaires, ne suffisent pas pour assurer le niveau de vie qu'ils souhaitent à leur retraite. Et donc, je crois qu'il est très important qu'il y ait un nouveau pilier et qu'il y ait un nouveau pilier pour développer ces produits. Alors après, je crois qu'il faut éduquer un peu les Français. Nous sommes dans cette idée-là. Mais l'idée de base qui est de dire « pensez à votre retraite » et au lieu de dire « j'aurai pas assez d'argent », commencer à épargner est une bonne idée. Ce projet de loi, il prévoit aussi les privatisations. Alors là, je parle à l'ancien patron de GTF chez Engie et ancien membre de l'Élysée. Cette question de la capitalisation ou de la répartition a une longue histoire. Avant le XXe siècle, la perspective de revenus ultérieurs à long terme était garantie plutôt par la propriété ou par tous les premiers réseaux d'épargne, mais qui au fond n'avaient pas atteint les classes populaires. Quand la question s'est posée d'une véritable protection sociale et d'une possibilité de retraite, c'est-à-dire à la fin du XIXe siècle, c'est un débat très long qui débouche sur une première loi sur les retraites ouvrières et paysannes en 1910, il y a le choix de la capitalisation. Et pareillement, 30 ans plus tard, pour les assurances sociales, en 1930, 28, 30, c'est un système par capitalisation, limité, qui ne couvre pas tout le monde, etc., etc. Je ne développe pas. Mais ce qui a ruiné ce système par capitalisation, c'est la crise des années 30, c'est-à-dire que les actifs se sont effondrés. À partir de ce moment-là, il était quasi inévitable de choisir un système par répartition et non pas par capitalisation. Donc c'est un choix un peu par nécessité, c'est-à-dire que devant l'effondrement des titres boursiers des années 30, on s'est rendu compte que là, le risque était trop grand. Et du coup, les résistants de 1944-45, eux, ont maintenu le système par répartition, non seulement par nécessité, mais par choix volontaire d'un système de solidarité entre générations. Le premier régime spécial, c'est d'abord un régime pionnier. Parce que pour être spécial, il faut qu'il y en ait d'autres. Donc le premier, il apparaît dans le cœur régalien de l'État. C'est-à-dire, on est sous la monarchie absolue qui est en train de se construire. Et dans cette monarchie absolue, le cœur régalien, c'est l'armée. Et le roi a besoin d'être assuré de la loyauté de ceux qui portent les armes pour lui. Et donc, on voit apparaître en 1670 la construction de l'hôtel des Invalides, qui, comme son nom le suggère, est là pour accueillir les soldats blessés ou qui ne peuvent plus combattre pour des raisons d'âge ou d'invalidité. On sait que le métier militaire est un métier qui produit pas mal d'invalidités, des morts mais aussi des invalides. Et c'est le point de départ, parce que quelques années plus tard, on crée également des hôtels d'invalides pour les marins, de la marine de guerre, et à partir de là, de cet accueil des invalides, on va passer de l'invalidité à la vieillesse. La vieillesse comme une forme d'invalidité. Et on va mettre au point, au XVIIe siècle et avant la Révolution française, un système de pension réservé aux vieux soldats
qui ont survécu aux guerres. Et donc, on vise là les hommes qui paraissent les plus précieux pour l'État, parce qu'ils portent les armes. C'est en place avant la Révolution. Les artistes, notamment les artistes de l'Opéra de Paris et de la Comédie Française, sont parmi les premières catégories professionnelles à bénéficier d'un système de retraite. Concernant l'Opéra de Paris, lorsque Louis XIV renouvelle le privilège qu'il accorde au gendre de Lully, exige de lui qu'il verse donc des pensions aux artistes de l'Opéra de Paris. On est à ce moment-là en 1698. Cette exigence est renouvelée en 1704 et ça aboutit en 1714 à la rédaction d'un règlement, premier règlement en fait de pension civile. Les artistes peuvent bénéficier de ces pensions à partir de 15 ans de service. Ces pensions sont de 1000 livres pour les appointements qui sont au-dessus de 1500 et le montant est diminué de moitié pour les appointements qui sont en dessous de 1500. Alors en pratique, ça ne permet qu'à un tiers des artistes de l'Opéra de Paris de bénéficier de ce droit à pension parce que soit les artistes décèdent, soit ils démissionnent et donc ils ne vont pas en fait jusqu'au bout de leurs 15 années de service. On sait l'importance qu'apportait Louis XIV aux arts comme moyen d'expression en fait du pouvoir royal, etc. Donc je pense que ce privilège accordé à l'Opéra de Paris, à ses artistes, etc. résulte effectivement de cette volonté de magnifier les arts au service notamment du pouvoir. En 1790, la Révolution française va créer un système de pension pour les fonctionnaires civils de l'État. Mais elle a vu grand, et comme beaucoup d'autres choses d'ailleurs sous la Révolution, ses idées sont grandes, sont généreuses, elle n'a pas toujours les moyens de les mener et de les exécuter. Et donc, si pour les militaires ça continue, pour les civils, ça va être un peu plus aléatoire. S'agissant de l'Opéra de Paris, sous la Révolution française, en 1790, le Trésor décide de ne plus payer les pensions. Ces pensions de retraite apparaissent illégitimes dans la mesure où les révolutionnaires les interprètent comme le résultat d'une faveur ou d'un privilège. Et ce qui est intéressant, c'est que les artistes de l'Opéra de Paris font des textes en fait pour se défendre de cette suppression, textes dans lesquels ils expliquent que ce n'est pas une faveur, ça n'est pas un privilège, mais c'est un droit en fait qui résulte d'un contrat passé entre eux et leur employeur. Et ce qu'ils disent, c'est que ce droit à la pension compense le fait que leur employeur ne peut pas leur verser des appointements convenables. Voilà, donc c'est intéressant à souligner. Parmi les artistes de l'Opéra de Paris, en fait, il y a des femmes. Donc ces pensions versées aux artistes de l'Opéra de Paris sont aussi parmi les premières retraites féminines. La Révolution française, dans son idéal de fraternité et d'égalité, a prévu un système d'assistance à ceux qui sont frappés par les coups du sort. Ça peut être la maladie, ça peut être l'invalidité, ça peut être la perte des parents pour les orphelins et tout. Et à cela, la République dit que vis-à-vis d'eux, elle a, c'est l'expression, une dette sacrée. C'est-à-dire que par rapport aux pauvres, aux indigents, quelle que soit la cause de cette pauvreté et de cette indigence, la République, la nation, doit leur assurer un minimum de secours. Et c'est le point de départ de ce qu'on appelle l'assistance. Alors, cette assistance, elle peut se faire à l'égard des plus jeunes, mais nous, ce qui nous intéresse ici, c'est par rapport aux plus âgés. Alors, là encore, en 1793 et 1794, au plus fort de la Révolution, on voit grand. On ouvre ce qu'on appelle le grand livre de la bienfaisance publique et on prévoit qu'on versera à domicile aux malheureux des secours en espèces et en nature. Et même qu'on les fêtera pour bien montrer qu'ils ne sont pas une charge pour la société, mais qu'au contraire, la République leur reconnaît qu'elle a des devoirs à son égard. Bon, mais ça ne dure pas, cette phase de la Révolution, et donc l'assistance va être très limitée. Alors, l'histoire de la mutualité, elle commence avec la Révolution française, puisque les premières
sociétés de secours mutuels apparaissent à peu près à la veille de la Révolution française. Mais elles ne sont qu'un tout petit nombre dans une France extrêmement rurale. Elles se développent surtout en milieu urbain. Elles vont passer la Révolution, passer l'Empire, elles vont se développer beaucoup avec la Révolution industrielle. Elles assurent un minimum de besoins sociaux à un moment où l'État ne fait rien, encore une fois, ou pratiquement rien. Et puis Napoléon III va instaurer ce qu'on appelle parfois une mutualité impériale en séparant complètement les actions de gestion du social et les actions de revendication. La Caisse nationale des retraites, qui a été créée en 1850, adossée à la Caisse des dépôts et consignations, qui est en quelque sorte la banque de l'État, c'est un système qui garantit aux individus ou à des collectifs qui créent un système de retraite. Elle accueille leur versement et elle leur garantit un taux d'intérêt. Ce n'est rien d'autre. Ça n'apporte rien, ça n'offre rien, si ce n'est, c'est une structure d'accueil pour les économies, pour les épargnes constituées en vue d'une retraite. Mais ça n'ouvre droit à la retraite à personne. Le décret de 1852 donne aux sociétés de secours mutuels approuvées le droit de verser des pensions de retraite. Mais leur champ d'action est assez réduit et elles le font assez mal. D'abord parce qu'une partie seulement de la population salariée adhère aux sociétés de secours mutuels. Il s'agit en fait d'une protection sociale, d'un système de prévoyance libre. Et les salariés les moins qualifiés, les moins rémunérés ne peuvent pas en fait payer les cotisations. Donc ils sont de fait exclus de la protection sociale. Ensuite, les pensions que versent les sociétés de secours mutuels sont singulièrement basses. Il y a des travaux qui ont montré que dans les années 1880, les sociétés de secours mutuels versent à leurs adhérents au titre de pension de retraite 100 francs annuels, ce qui est inférieur aux sommes versées par les hospices. Il faut attendre 1853 pour que soit créé de façon stable, durable, un système de pension pour les fonctionnaires militaires et civils de l'État. Donc le vrai démarrage pour les fonctionnaires civils et la stabilisation, c'est 1853. Et on prévoit que, à partir de 60 ans et 30 ans de service, les fonctionnaires bénéficieront d'une pension égale à leur traitement calculé sur les 6 dernières années de leur activité, sur une base des 3/4, en gros, on va simplifier, des 3/4 de la moyenne de leurs 6 dernières années. C'est le point de départ. C'est une toute petite partie des actifs et du salariat qui, en 1853, bénéficie d'une pension. Et donc, en même temps, c'est une innovation sociale. Vos parents, vos grands-parents n'avaient pas de retraite. Et non. Non. Et avec les enfants. Parce qu'ils vivaient Voilà. avec les enfants. Avec les enfants, oui. Non. Mais on n'avait rien. Ah, non. On n'avait rien. Non, mais ma grand-mère, elle avait quelques chèvres, et puis elle cultivait ses jardins, mais elle vivait comme ça. Hein. Donc la grand-mère a Oui. travaillé jusqu'au bout. Jusqu'au bout, oui, elle travaillait jusqu'au bout. Oui. Alors, il y avait le lait pour se nourrir déjà, et puis ses fromages, et puis elle faisait ses légumes, et elle avait quelques poules, des œufs, et ainsi de suite. Oui, oui. Mais elle a travaillé jusqu'au bout. Il faut bien se rendre compte que, encore même en 1900, la plupart des gens meurent avant 60 ans. L'espérance de vie d'un ouvrier au moment où vont être créées les premières assurances retraite obligatoires, c'est de 48 ans. Donc 60 ans, on est déjà mort. Cotiser, alors qu'on n'est pas du tout sûr d'arriver à l'âge où on pourra en bénéficier, c'est mettre de l'argent à fond perdu. Mieux vaut économiser pour acquérir un peu de terre, pouvoir acheter une boutique qui donnera une propriété garantie. Alors pour soi ou pour ses héritiers, parce que ça se transmet. Donc on a plus confiance dans l'épargne en vue de constituer un bien, en vue d'obtenir une propriété,
que dans une cotisation dont on ne sait pas où elle partira et dont on n'est même pas sûr de pouvoir un jour bénéficier de la retraite qu'elle est censée vous offrir. Alors tout le monde n'est pas propriétaire, mais tout le monde aspire à l'être. 1898, c'est à la fois l'institutionnalisation de la mutualité, donc des mutuelles, qui vont jouer un rôle aussi, notamment jusqu'en 1945, dans la protection sociale. C'est une double loi. Il y a une loi à un mois de distance, il y a une loi qui institutionnalise la mutuelle, les mutualités sous une forme plus, disons, indépendante qu'elle n'était sous le Second Empire. Et puis, il y a la loi, la fameuse loi sur les accidents du travail. Et si cette loi est acceptée par le patronat, qui désormais a la responsabilité des accidents du travail, donc c'est une protection et c'est un risque désormais couvert par le patronat qui paye, mais s'il peut le faire, c'est parce qu'il a la possibilité de s'assurer lui-même, soit lui-même, au sens de son propre assureur, mais surtout auprès de compagnies d'assurance. Donc on voit apparaître un nouvel acteur que sont les compagnies d'assurance. L'État a un droit de regard sur ce qui se passe dans les compagnies privées minières comme dans les compagnies privées de chemin de fer. Les mines sont exploitées par des compagnies privées à l'époque, mais sous régime de concession. On ne peut exploiter le sous-sol que si on obtient l'autorisation de l'État. D'autre part, c'est une activité dangereuse. Et puis, c'est une activité économiquement importante, c'est l'énergie. Donc il y a une dimension stratégique. Même chose pour les chemins de fer. On ne peut construire de lignes de chemin de fer que si on a l'autorisation de l'État. Mais ce sont au départ des compagnies privées de chemin de fer qui se créent. Et donc, dans ces activités, on va voir aussi, par relation avec ce qui se fait pour l'État, apparaître des systèmes de retraite, des régimes de retraite, qui sont aussi des régimes pionniers, qui sont dans la continuité, qui se font en référence, en comparaison avec ce qui existe pour les travailleurs de l'État, mais qui sont propres à ces différentes activités. Alors, elles le font pas d'elles-mêmes, ou plus exactement, elles le font pour des raisons qui sont aussi celles de l'État. C'est-à-dire qu'on est dans des activités qui réclament un personnel permanent, fixé. Il faut qu'on soit sûr d'avoir son conducteur de machine. Il faut qu'on soit sûr d'avoir ses mineurs au fond. C'est des entreprises qui réclament de gros investissements. On ne peut pas se permettre d'avoir des périodes d'inactivité. Donc il s'agit de stabiliser le personnel. Il s'agit en quelque sorte de se l'attacher, comme l'État a voulu s'attacher ses militaires et ses agents. Et donc, comme on ne prend pas les mouches avec du vinaigre, on va offrir à ses salariés un certain nombre d'avantages. D'une certaine façon, c'est du paternalisme. On s'attache le personnel par des œuvres variées, dont des pensions de retraite. Cette loi, elle est importante parce que, d'une part, elle introduit la notion de louage de service, et d'autre part, elle introduit la possibilité pour la rupture brusque d'un louage de service qui est fait sans détermination de durée, la possibilité pour la partie qui est lésée, alors plus fréquemment la partie travailleur, de demander des dommages et intérêts. Cette loi, elle a comme origine le cas de ces cheminots qui sont renvoyés très brutalement au début des années 1870, à la suite de faits de grève, mais pas uniquement, par exemple pour ébriété, enfin différentes raisons. Donc cette loi qui intervient 20 ans plus tard, elle est le fruit de débats qui ont été menés en se demandant s'il fallait prévoir une loi spécifique pour les cheminots ou une loi plus générale. On arrive à une loi plus générale sur la rupture du louage de service, fait sans détermination de durée, mais on tient compte dedans d'un des éléments centraux des compagnies de chemin de fer, c'est-à-dire l'existence de caisses de retraite, et la question de savoir ce que deviennent les cotisations aux caisses de retraite lorsque les cheminots qui ont cotisé sont congédiés. Mais les procédures seront difficiles et fréquemment sans déboucher, mais les cheminots ont la possibilité de demander des dommages et intérêts qui compensent les cotisations versées
aux caisses de retraite des compagnies de chemin de fer, ce qui permet de créer une forme de distance, de liberté par rapport à l'enchaînement à la compagnie de chemin de fer qu'implique la cotisation. C'est-à-dire qu'en gros, on est amené à dénoncer à l'époque une situation où les compagnies de chemin de fer demandent aux cheminots, aux chauffeurs de locomotives, de travailler dans des conditions abominables, au risque d'être renvoyés, et donc de perdre le bénéfice de leur cotisation à une caisse de retraite à laquelle ils peuvent prétendre au terme de leur carrière. Voilà, donc un regard intéressant sur le Code civil qui parle des caisses de retraite précisément parce que les compagnies de chemin de fer sont de ce point de vue à l'avant-garde en matière de caisses de retraite. On peut citer aussi un certain nombre de services publics locaux dans le domaine du gaz, de l'électricité ou encore des transports comme la compagnie Générale d'Omnibus parisienne qui développe une forme d'emploi durable, qu'on va qualifier de louage de service fait sans détermination de durée, avec des cotisations de retraite et qui, à travers cette loi, sortent d'un strict contrôle de la compagnie de chemin de fer pour pouvoir être reversés aux cheminots lorsque, le cas échéant, celui-ci est congédié. Ces compagnies minières, ces compagnies de chemin de fer créent de multiples caisses de retraite et l'État va s'en mêler pour les mineurs en 1894 et pour les cheminots en 1909 en harmonisant les différents régimes qui étaient propres à chacune des compagnies qui existaient. Donc 1894 pour les mineurs, c'est une loi qui unifie le régime de retraite des mineurs et 1909, c'est encore une loi qui unifie le régime de retraite des cheminots. Alors qu'il s'agit de travailleurs d'entreprises privées, il faut le rappeler. C'est parallèlement à la reprise du réseau de l'Ouest par l'État, parce qu'il y a le réseau de l'État. Donc c'est pas une politique publique à l'origine, c'est une politique patronale. Ce que fait l'État, il harmonise. Il unifie. D'autres activités, d'autres professions, souvent liées à l'État, directement, par exemple les travailleurs des arsenaux, et puis des entreprises qui ne dépendent pas de l'État d'une manière ou d'une autre, mais qui, parce qu'elles ont besoin de s'attacher leur personnel, le font aussi. Alors on rencontre des œuvres de ce type dans la sidérurgie, par exemple, dans les verreries, dans le textile, qui sont des hauts lieux du paternalisme. Mais ça ne représente pas grand monde. À la fin du 19e siècle, mettons de côté les fonctionnaires, ça représente peut-être 4% des salariés du privé. C'est tout à fait marginal. Mais ce sont des régimes pionniers et qui diffusent dans la société l'idée qu'on peut, à un moment donné, si on a la chance de vivre assez longtemps, percevoir une pension sans travailler, percevoir un revenu sans travailler. Les bus, ils avaient quelque chose, mais c'était assez faible. Et en fait, c'est à partir du moment où il y a le métro parisien que là, ça va tirer vraiment vers des avantages et les bus vont suivre. C'était une initiative patronale qui était due quand même à des contreparties en termes de sécurité, d'horaires, etc. Alors évidemment, on va dire, dans les autres villes, il n'y a pas eu. Mais pourquoi ? Parce que le conseil municipal de Paris, en 1898, a imposé à la compagnie privée concessionnaire un régime plus favorable que le régime habituel. Pourquoi ? Parce qu'ils exigeaient une présence continue, des horaires étendus, ils exigeaient d'autre part une vigilance particulière pour protéger les usagers. Il y a eu un incendie terrible peu après, etc. Enfin bon, donc c'était en contrepartie du service public rendu que les agents pouvaient bénéficier d'avantages supplémentaires. Il y a une surveillance du conseil municipal, puisqu'en fait c'est une concession de service public par la ville auprès de la compagnie privée, compagnie du métropolitain parisien. Donc il y a un cahier des charges sur le fait qu'il y ait des stations un peu partout, qu'il y ait un tarif quasi unique, etc. Donc il y a des innovations et commerciales, techniques même, ils veulent l'électricité, etc. Enfin, ils ont surveillé la construction du métro, mais ils demandent également des conditions pour le personnel. Mais en fait, ça correspond aussi à une politique patronale de fixation de la main-d'œuvre, c'est-à-dire le fait que
Bon, d'une part, ça permet aussi de faire des salaires à l'embauche assez faibles, hein, des conditions de travail assez dures, parce que à terme, on sait qu'on a une stabilité d'emploi. Hein, ils étaient titularisés au bout d'1 an en général, 2 ans. Et puis il y a la perspective d'avoir effectivement une pension. Hein. Donc ça correspond aussi à une politique de management, on dirait aujourd'hui, de la main-d'œuvre pour la stabiliser, pour la former. D'autant plus que le métro parisien, il est essentiellement véhiculé par des provinciaux. Donc des gens qui sont pas très enracinés dans la vie parisienne, hein, et donc il faut arriver à les fixer. Et de ce point de vue-là, c'était une politique cohérente par rapport à une politique patronale. L'assistance va être très limitée jusqu'en 1905, où on va instituer une allocation pour les vieillards et les indigents. C'est le vocabulaire de l'époque, en 1905. Aujourd'hui, il est clair qu'on n'utiliserait pas ce terme de vieillard et d'indigent. Mais néanmoins, par-delà le vocabulaire, ça veut dire qu'on réserve sur les prélèvements d'impôts, sur le budget de l'État, on réserve une partie qui sera versée sous forme d'allocation aux personnes les plus âgées, à l'époque c'est ceux qui ont plus de 70 ans et qui n'ont pas de ressources, ou aux indigents, c'est-à-dire ceux qui n'ont rien, même s'ils ont moins de 70 ans. Ça, c'est en 1905. Et c'est une loi très importante en matière d'assistance. Elle sera prolongée jusqu'en 1953. Elle va traverser la moitié du XXe siècle. Donc ce début du siècle met en place un peu tous les acteurs, les anciens, qui demeurent en partie. Bon, alors l'Église a pris un coup dans l'aile avec 1905 hein, et la séparation de l'Église et de l'État, mais la bienfaisance du XIXe siècle se poursuit sous certaines formes, hein, et notamment au travers de certains laïcs catholiques. Le patronat, qui continue notamment dans les grandes entreprises, par politique paternaliste, d'assurer certains risques sous la forme de pensions, d'aides, d'allocations pour la santé, la maladie, etc. Et puis on voit apparaître alors effectivement l'État, mais au fond l'État joue un rôle encore modeste hein, dans cette affaire. Hein. Alors pour les syndicats, c'est un peu plus compliqué parce que je rappelle qu'avant 1914, le syndicalisme dans sa forme peut-être hégémonique, c'est le syndicalisme révolutionnaire, hein, qui rejette toute forme de protection sociale, qu'elle vienne du patronat ou de l'État d'ailleurs. Hein. Et d'autre part, qu'il y a un refus de la cotisation ouvrière, hein, considérant que déjà les salaires sont bas, donc on ne va pas demander en plus une cotisation hein, aux salariés. C'est une position qui va demeurer très forte encore dans le mouvement ouvrier, même après 1917, notamment chez les communistes, jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, inclus. Hein, refus de la cotisation ouvrière, refus des allocations familiales. On ne peut pas dire que les syndicats sont contre la protection sociale. Ils sont contre une institution obligatoire dans laquelle les salariés doivent payer. Ils réclament, par exemple, sur la cotisation, qu'elle soit financée uniquement par les employeurs, éventuellement l'État, et qu'elle soit gérée par les ouvriers. Voilà ce qu'ils réclament. Et ça va durer longtemps. « 1910, la loi sur les retraites ouvrières ou paysannes. Il a quand même fallu 30 ans de débat parlementaire pour que ce soit voté. Et que la France n'est pas à l'avant-garde en la matière. En Allemagne, depuis 1889, il y a un régime de retraite obligatoire. Et dans d'autres pays, ça s'est également développé. Donc la France n'est pas pionnière en la matière. Il n'empêche, il semble difficile pour ceux qui sont condamnés au salariat, pour ceux qui n'ont pas l'espoir de pouvoir un jour avoir suffisamment d'économies pour acheter un bout de terrain ou pour acheter une boutique ou un commerce quelconque. Pour ces salariés-là, il y a besoin peut-être d'une retraite. Et donc c'est le but de la loi de 1910 qui rend obligatoire une double cotisation, une cotisation salariale d'un côté, une cotisation patronale
de l'autre côté, et qui, au bout de 30 annuités, si on accède à 65 ans, vous donne droit à une pension. Attention, cette pension, elle est conditionnée par un nombre d'annuités, 30 annuités, et par un âge, 65 ans. C'est impossible. On a dit l'espérance de vie tout à l'heure pour les ouvriers, 48 ans. On estime, tous salariés confondus, qu'il n'y a que 5% de salariés qui atteignent l'âge de 65 ans. La CGT, qui n'en est pas satisfaite, résume ça sous un slogan en disant « c'est la retraite pour les morts ». Et pour l'instant, les syndicats se trouvent dans une situation un peu difficile. Une partie réformiste, mais qui est plutôt minoritaire, va accepter. Par ailleurs, Jaurès a dit, même si c'est mauvais, il faut quand même la voter, cette loi, parce que c'est une amélioration. Donc il y a une idée on dirait aujourd'hui un terme un peu flou et bateau, du pragmatisme ou je sais pas quoi, un certain réalisme disant d'accord, mais une grande partie du syndicalisme n'est pas du tout favorable à la protection sociale. Donc c'est une histoire qui va évoluer au cours du XXe siècle, et notamment par-delà la Grande Guerre et la Révolution russe. Il y a une vraie réticence de la part des républicains libéraux ou des libéraux républicains et des mutualistes. Quand ils comparent avec l'Allemagne, ils disent précisément c'est un régime prussien, tout est obligatoire. Chez nous, c'est facultatif. On adhère à une mutuelle, on cotise à une mutuelle si on veut. Ajoutons si on peut, c'est tout le problème. Mais là, c'est une première assurance sociale qui porte sur les retraites. Et donc, c'est un basculement. En principe, c'est obligatoire pour tous les salariés. Il y a un plafond, quoi. C'est valable pour tous les salariés sous le plafond. C'est facultatif même pour les indépendants, mais pareil, sous plafond. Mais dans le cas des indépendants, les femmes, sont squeezées. Pour les femmes de paysans ou pour les femmes de commerçants, elles ne sont pas considérées comme des travailleuses. Donc, elles ne cotisent pas et donc, elles n'ont pas de pension. Alors que, on le sait bien, et je dirais peut-être plus encore à cette époque-là qu'aujourd'hui, dans l'agriculture, les femmes sont une composante du travail essentielle dans l'exploitation. Et d'autre part, il n'y est pas prévu de pension de reversion pour les veuves. Les femmes collaboratrices et les aides familiales sont aussi, pendant une longue période, historiquement, aussi des femmes qui travaillent dans l'agriculture, donc épouses et membres des familles d'agriculteurs. Dans le recensement de la population, on commence à partir du milieu du 19e siècle à compter les hommes et les femmes en fonction de leur profession et de leur statut professionnel. Les historiens et les historiennes ont beaucoup insisté sur le fait que les femmes sont sous-estimées dans ces recensements. Ce qui est vrai, parce qu'en fait, les consignes données aux agents recenseurs étaient très claires de ce point de vue-là, donc il fallait recenser comme actives uniquement les femmes qui donnaient effectivement contribution, par exemple au travail dans l'atelier familial, ou qui travaillaient en dehors de la sphère domestique dans les usines. Donc ceci impliquait en effet une sous-estimation du travail de ces femmes qui, par exemple, aidaient une partie de leur temps les époux ou les pères ou les frères dans des activités productives pour les marchés. Il y a dans les recensements du 19e siècle aussi une population de femmes actives qui est recensée en tant que femmes actives. Même si, comme je l'ai dit, ces recensements sous-estiment le travail des femmes, on peut aussi remarquer que 35% de la population active est tout de même féminine, ce sont des femmes. Donc cela signifie quoi? Tout d'abord que elle n'est pas négligeable en fait la part des femmes dans la population active française, y compris dans des recensements qui sous-estiment leur présence. Ceci est vrai pendant à peu près un siècle, avec des variations selon les périodes. Pendant la guerre, elles sont évidemment la Première Guerre mondiale, elles sont beaucoup plus nombreuses en pourcentage que à la fin du 19e siècle ou dans la période de l'entre-deux-guerres, mais il y a donc cette présence régulière, donc au moins d'un tiers de la population active composée par des femmes. Beaucoup de femmes sont aussi des chefs d'entreprise. Enfin, aujourd'hui, on les appellerait comme ça. À l'époque,
On les appelait indépendantes, titulaires d'activité, avec l'autorisation maritale, mais beaucoup de femmes l'exerçaient de manière autonome. Par exemple, des activités commerciales dans des boutiques qu'elles géraient de manière autonome, les vendeuses ambulantes. Donc vous avez toutes sortes d'activités des femmes indépendantes qui font en sorte que, historiquement, nous avons toujours plus de femmes comme indépendantes que d'hommes. C'est ça qui est peut-être moins connu, c'est-à-dire que ce soit comme travailleuses isolées, c'est-à-dire donc des personnes qui travaillent à domicile, les travailleuses de domicile, les couturières à domicile, les fabricantes de jouets à domicile, sont des travailleuses isolées qui ont un statut du coup un peu à part, autonome. Mais il y a aussi des titulaires d'activités un peu plus complexes, donc qui ont des employés elles-mêmes, comme par exemple, titulaires d'ateliers de fabrication d'habits, tout simplement, de chapeaux. Et 30%, en fait, ce qu'on appelle les chefs d'établissement dans les recensements, donc, de la fin du 19e et du début du 20e siècle, sont des femmes. Tous ces travails-là indépendants correspondent environ à la moitié de la population active féminine. Au total, ça faisait un potentiel de 12 millions de personnes, et on ne les rencontre jamais, ces 12 millions de personnes. D'une, parce que une partie des salariés refusent de cotiser, ce qui amène la Cour de cassation dès 1912, en 1910, de dire si un employeur est confronté à un salarié qui ne veut pas cotiser, lui-même n'est plus dans l'obligation de cotiser. C'est-à-dire qu'en fait, ça devient une passoire. L'obligation cesse d'être effective. Deuxième faiblesse, c'est une retraite par capitalisation. C'est-à-dire que chacun se voit ouvrir en quelque sorte un compte et sur ce compte, il accumule un capital. Et à la fin, on va lui verser une rente sur ce capital. Sauf que, troisième difficulté, la guerre va arriver. C'est voté en 1910 et la guerre arrive en 1914. Alors, en 1912, entre-temps, on a abaissé l'âge à 60 ans, mais ça ne change pas grand-chose sur le nombre de bénéficiaires. Et puis là-dessus, la guerre arrive et avec elle, l'inflation. La guerre a d'autres effets, mais je reste sur les retraites. Et l'inflation, le capital qu'on avait mis de côté, il est complètement laminé. Et les 50 francs ou les 100 francs qu'on avait accumulés sur son compte retraite, en 1920, ils n'ont plus rien à voir avec ce qu'ils représentaient en 1910. Autrement dit, comme la plupart des rentiers, les gens qui ont versé à cette retraite ouvrière et paysanne sont ruinés, en fait. La guerre, en plus, a réduit le nombre de cotisants partis au front. Et à la fin de la guerre, il y a plus qu'1 million et quelques de cotisants. Donc ça s'est effondré. Au départ, il y a obligation. Mais on voit très vite, la société, de la veille de la Première Guerre mondiale, elle n'est pas mûre, en quelque sorte, pour cette obligation-là. La Première Guerre mondiale opère une accélération de la question parce que d'abord la multitude, non seulement des morts, donc des orphelins, des veuves, etc., donc des dépenses sociales importantes, mais aussi beaucoup de blessés, de mutilés, etc., presque autant que les morts. Donc ça devient une question importante de solidarité, de répartition, cette fois-ci sur l'ensemble de la société. Deuxième aspect bien connu, c'est que la récupération de l'Alsace-Moselle fait que le système allemand est appliqué dans les 3 départements qui, dès 1918, reviennent à la France. Et donc la population veut conserver ce système dit bismarckien qui procède par cotisation professionnelle, et donc d'un système qui est très largement fondé sur le salariat industriel, puisque ça a été tardivement appliqué aux employés, mais c'était à l'origine les ouvriers. Donc le débat se déroule pendant toutes les années 20, c'est encore un débat interminable, du fait de réticences très importantes de la part du même milieu, c'est-à-dire le patronat en grande partie, et le fait que les mutuelles veulent contrôler le système. Les lois qui vont aboutir aux assurances sociales de 1928 et 1930 interviennent à un moment relativement rare dans l'entre-deux-guerres,
où c'est la droite au pouvoir. Depuis 1926, donc Poincaré, qui lui-même a gagné les élections de 1928, et où, au fond, cette droite se veut modernisatrice, avec Tardieu, Laval, puisque Poincaré disparaît assez rapidement. Donc ce sont des gouvernements de droite qui vont mettre en place ce système, mais le débat existait depuis 1920, depuis 1919-1920, c'est-à-dire depuis les premières propositions de Millerand, de Viviani, donc qui étaient plutôt des socialistes indépendants. Donc on voit bien que ça a traversé en réalité les partis politiques. D'autre part, c'est dans un contexte des dernières années de croissance économique et de stabilité monétaire et financière après la dévaluation massive de 1928 opérée par Poincaré, les quelques mois ou les quelques années avant les effets de la crise de 1929. Donc ça intervient un peu à contre-chronologie, puisqu'on met en place un système de capitalisation qui va être largement ruiné par l'effondrement des valeurs mobilières et des actifs financiers dans les années 30. Donc c'est un peu, en fait, le décalage chronologique, le fait que le débat ait duré très longtemps, qui fait qu'en réalité, la mesure s'applique dans un contexte qui n'était pas du tout celui du débat. Donc on a un télescopage, en fait, chronologique, un débat de la croissance et d'une période relativement développement économique de la deuxième industrialisation, d'une certaine modernisation de l'industrie française, qui bénéficie aussi de certains avantages du fait d'un règlement de la paix favorable. En 1928 et en 1930, 1928 c'est une première tentative, on regarde comment ça marche, et puis en 1930, on ajuste le système et on fixe les choses. C'est ce qu'on appelle les assurances sociales. 1930. Dans les assurances sociales, les cotisations des salariés sont égales à celles des employeurs, et dans les caisses de gestion de retraite, mais aussi maladie, il y a représentation égale. Alors, il y a une amélioration. D'abord, le niveau des cotisations est augmenté, il est doublé. Et par ailleurs, on est toujours sur le système 30 années d'annuité, mais retraite à 60 ans. Mais ces retraites, elles fonctionnent toujours sur le principe de la capitalisation, mais elles sont en quelque sorte indexées sur les prix. Donc le risque de laminage par l'inflation est diminué. On élargit aussi le nombre des bénéficiaires. On assure aux assurés sociaux une retraite plus favorable. En gros, pour ceux qui ont 60 ans et les 30 annuités, et il faut les avoir, ça équivaut à 40% du salaire de la période active. C'est plus élevé, nettement plus élevé qu'avec les retraites ouvrières ou paysannes. Mais il faut avoir ces 30 annuités. Et si on calcule, ça démarre en 1930, donc uniquement ceux qui arriveront à l'âge de la retraite en 1960 percevraient ces 40%. Pour les autres, il faut se contenter d'une retraite beaucoup plus faible, qui est plutôt de l'ordre de 20% que de 40%. Les syndicats ont toujours gardé, contrairement à ce qu'on pourrait croire, un regard critique là-dessus. Culturellement, c'est pas leur truc quand même, si on peut dire, dans la mesure où c'était une origine, soit l'Église, soit les notables, soit le patronat, et même l'État d'un certain point de vue. Donc une méfiance, une méfiance. Et on tombe ensuite dans une conjoncture très défavorable qui va être celle de la crise et qui du coup va mettre en difficulté le système. Et c'est largement à cause de cette crise que toute une série d'institutions, pas simplement la protection sociale, mais aussi les entreprises concessionnaires de services publics, celles qui connaissaient les régimes spéciaux et qui étaient encore généralement dirigées par des employeurs privés. Les compagnies de chemin de fer étaient encore privées jusqu'en 1937, les compagnies de transport, les compagnies d'électricité, etc., vont, au fond, très largement subir la crise. Alors, le système d'assurance
est distinct du système d'assistance parce que ce sont, au fond, les individus eux-mêmes qui cotisent pour recevoir ensuite des prestations. Hein. Et là, quand on est dans un système par capitalisation, comme c'est le cas, vous cotisez pour vous-même. Bon, donc vous êtes dans un système qui lui-même est collectif, mais où néanmoins la part individuelle demeure. Hein. Le franchissement de la sécurité sociale, ça va être d'en faire un système complètement socialisé. Vous ne cotisez pas pour vous-même, vous cotisez pour les autres. Et vous-même, vous bénéficierez. Donc on rentre dans un système qui responsabilise plus et qui du coup tend seulement à être universel. Je rappelle que les assurances sociales, il y a un plafond. Donc ça reste encore un système où on considère que la protection sociale, c'est pour les pauvres. Dans l'assistance, c'est très évident. L'assistance, c'est un versement étatique sans contrepartie, sauf condition de ressources. Et alors en Angleterre, ça avait pris des formes caricaturales qui étaient de vérifier bien que les gens sont pauvres. Donc il y avait la justification des means, des moyens, hein, le fait qu'on devait prouver qu'on n'avait pas les moyens. Donc c'est humiliant, etc., c'est stigmatisant, on dirait aujourd'hui tout ce qu'on voudra. Donc c'est une population minoritaire, faible, d'ailleurs faiblement pourvue de prestations, hein, les prestations sont généralement faibles, et c'était au fond le système sur le mode étatique de ce qu'était la bienfaisance. C'est, si vous voulez, l'équivalent laïcisé et étatisé de la charité. On donne pour que les gens ne meurent pas de faim. Le système d'assurance est une étape vers un autre système de responsabilisation du fait que les individus participent eux-mêmes au système. Et d'autre part, c'est quand même un pas vers l'universel, même si dans le cas de la loi de 1930, il y a quand même un plafond. Puisque au fond, l'idée fait que ça pourrait s'étendre à l'ensemble de la population, alors que, comme il a été dit, les classes moyennes, voire les classes supérieures, au fond, étaient considérées comme pouvant avoir d'autres moyens de couverture des risques qu'un système des risques sociaux. Les conventions collectives du Front populaire n'instituent pas pour les ouvriers de régime de retraite. Elles ne traitent pas de cette question. En revanche, elles le font pour le personnel des techniciens, des agents de maîtrise, des ingénieurs et des collaborateurs. C'est l'accord du 14 mai 1937, qui est un accord national, c'est assez rare à l'époque, signé entre l'UMM, donc l'Union des industries et des métiers de la métallurgie, et la Fédération nationale des syndicats d'ingénieurs. Alors là aussi, cette convention collective est imitée dans d'autres secteurs. Des accords comparables sont signés, notamment dans l'industrie chimique ou dans les travaux publics. Alors cet accord du 14 mai 37 instaure un régime de retraite privé, dont la gestion est paritaire, avec un contrôle de l'administration qui vise à vérifier que les ressources sont suffisantes pour cette catégorie de personnel et cette catégorie de personnel seulement. Pour le patronat, la logique de cet accord, c'est de conserver la maîtrise de la protection sociale, en tout cas d'une partie de la protection sociale, alors que la nationalisation de la protection sociale tend à lui ôter de manière assez inexorable la maîtrise de la protection sociale. Et puis, pour le patronat, ça matérialise, ça rend concrète la relation particulière qu'il veut instaurer avec ces catégories de personnel, relation particulière qui se matérialise par l'octroi d'avantages sociaux spécifiques en fait. Donc pour les catégories de personnel en question, c'est une revendication importante puisqu'ils sont exclus en fait de la loi sur les assurances sociales, puisque sont assujettis aux assurances sociales de manière obligatoire les salariés en deçà d'un certain niveau de revenus. Donc ça leur permet de bénéficier d'une protection sociale collective et ça leur permet aussi de souder leur identité de groupe et de se distinguer du groupe des ouvriers. Ces régimes conventionnels sont intégrés partiellement au système d'assurance obligatoire en 1938, parce qu'en fait en 1938 le plafond des assurances sociales est relevé. Du coup, il y a une partie des salariés qui dépendaient de ces régimes conventionnels qui sont intégrés en fait à l'assurance sociale obligatoire et les régimes conventionnels sont intégrés comme régime de substitution. Ce système d'assistance s'est développé en parallèle
avec le système d'assurance sociale. En 1905, encore une fois, l'allocation qui est prévue, elle est très faible. Au fond, elle est surtout versée à des indigents ou à des vieillards qui se trouvent dans ce qu'on appelle à l'époque les hospices, qui sont, il faut bien le dire, des mouroirs. Rien à voir avec les EHPAD, même s'il y a beaucoup à dire sur les EHPAD d'aujourd'hui. C'est vraiment des hospices où on arrive en fin de vie et où on a des conditions qui sont quand même assez déplorables. Mais ça revient en force sous le Front populaire, à travers la revendication d'une retraite pour les vieux travailleurs. Alors c'est intéressant, ce terme de retraite, il revient, hein, mais on raisonne sur le terme de l'assistance. C'est-à-dire qu'on voudrait une assistance qui ne soit pas aussi misérable qu'elle l'est jusqu'à présent, mais qu'elle assure à ceux qui ont travaillé toute leur vie, mais qui n'ont pas pu cotiser suffisamment, qui avaient des salaires trop faibles et qui ont des pensions trop petites, qu'ils aient en quelque sorte ce qu'on pourrait appeler un minimum vieillesse. Alors ça, c'est une revendication qui est très forte en 1936-1937. La guerre arrive, elle n'a pas le temps d'être votée, et c'est Vichy qui va la réaliser en 1941 sous le terme d'allocation des vieux travailleurs salariés, et qui fixe pour 65 ans, en prélevant sur les caisses de retraite qui existent à l'époque, des sommes qui assurent à ceux qui, tout en ayant travaillé à 65 ans, ont une retraite trop misérable ou pas de retraite du tout, un minimum pour vivre. En fait, il fait financer par les assurances sociales une mesure d'assistance sociale. C'est-à-dire que quand on dit c'est Vichy qui introduit la répartition, non, c'est pas ça. Vichy utilise une technique qui consiste à puiser dans les caisses des assurances sociales pour financer une mesure étatique d'assistance. Alors, on peut dire c'est ainsi que débute la répartition, c'est un peu tiré par les cheveux.